bato zala bomoko na mboka e bomoko e tala tuyeba yango tango yo oza kuniokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kuniokola ye nde nzambe atinda aza kusufriri lobi mukukimina wapi ha bomoko ya mboka e bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba e bobunda pona mboka e mboka ezala bomoko. Vigilant de l'évolution du monde. Elle constitue à ce titre des soutiens opérationnels à l'action des gouvernants, là où se déploient leurs actifs. Toutefois, elles ne peuvent pas, dans un état de droit, entreprendre des actions de gouvernance parallèles. Elles ne peuvent pas entreprendre des actions concurrentes ou rivales, voire hostiles à celles des institutions légitimes d'un État. Ils sont les seuls responsables et comptables de la gestion publique. Si elle est donc la bienvenue et appréciée à sa juste valeur, l'action des ONG ne peut dès lors s'envisager dans notre entendement qu'en termes de complémentarité par rapport aux structures institutionnelles établies dans un pays donné, et particulièrement en République démocratique du Congo. En effet, dans la division sociale du travail, la légitimité démocratique est réservée aux seuls gouvernants. Ceci dit, le gouvernement de la République démocratique du Congo comprend que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, une agence intergouvernementale, puisse coopérer activement avec des ONG des droits de l'homme pour dresser ses rapports périodiques, dont celui sous examen, portant sur les événements du mois de décembre 2016. Mais le gouvernement ne peut s'empêcher d'y noter une série d'approximations délibérées et de contre-vérités qui transparaissent dans les parties du rapport reprises dans le communiqué publié à Genève et distribué ce 1er mars, qui copie in extenso des productions non avérées et politiquement motivées, nous sommes au courant, pour ainsi dire, de certaines ONG. Et nous mentirions en disant que le fait que ce communiqué ait été diffusé à la veille des discussions qui vont avoir lieu sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO ne nous intrigue pas. C'est un mensonge, nous sommes intrigués. Il est possible que cela relève d'une pure coïncidence, mais pareille concomitance, au regard d'une vieille pratique dont la République démocratique du Congo a très souvent eu à faire les frais au cours de ces dernières années, ne peut laisser indifférent un gouvernement congolais normalement constitué. Appelons le chat par son nom. Cette vieille pratique, vous le savez, consiste à inonder les médias et les décideurs, particulièrement les décideurs internationaux, de légendes infamantes qui, visiblement, poursuivent l'objectif de promouvoir l'accroissement de moyens d'action ou le renouvellement de mandats de ceux qui les rédigent. Elle ne prêterait pas à conséquence si elle n'aboutissait pas, malheureusement, à enfoncer dans le même temps notre cher pays dans le marasme. En effet, le pessimisme de composition qu'induit cette pratique odieuse entraîne, entre autres conséquences, celle d'accroître artificiellement l'indice de pays à risque de la République démocratique du Congo, ce qui démobilise les investisseurs, ce qui décourage les touristes
et nous maintient dans cet insoutenable paradoxe de pays potentiellement riches avec une population très pauvre, que beaucoup d'entre vous ne manquent jamais de souligner dans leurs analyses. Mesdames, Messieurs de la presse, au-delà du destin d'un gouvernement, au-delà du sort d'un régime politique, nous estimons que pour notre pays, c'est trop cher payer les petits intérêts corporatistes d'un carteron d'animateurs d'ONG. D'où notre regret de voir le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, en RDC, préférer se recroqueviller sur une méthodologie axée essentiellement sur des récits adossés à des rumeurs répandues à dessein par de telles sources pour stigmatiser d'une manière devenue quasi rituelle ce qu'il qualifie de restriction des libertés de réunion et des libertés individuelles en République démocratique du Congo. Sans dire le moindre mot sur des actes criminels graves constituant autant de violations des droits humains préalables aux faits allégués qui ont été commis par certains acteurs connus au nom d'une conception dévoyée des libertés fondamentales garanties par la Constitution au cours du mois de décembre 2016, ainsi qu'a eu à le souligner à juste titre Madame le ministre des Droits humains dans ses observations faites hier. Sur le fond, alors que les services du Commissariat général de la police nationale congolaise avaient en toute transparence produit et diffusé un rapport avec des faits précis, des faits documentés, reprenant les auteurs, quels qu'ils soient, les identités des victimes, les lieux de survenance des faits rapportés au sujet de ces événements, nous constatons que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme se limite à dresser des statistiques désincarnées, des statistiques macabres, indéterminées. Ceci nous amène à évoquer le contexte dans lequel des dizaines de morts ont pu être imputées par les sources de cette structure des Nations Unies que nous respectons aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise. Fin 2016, une tentative d'insurrection sanglante, avec risque de guerre civile à la clé, préparée de longue date dans le pays même, où ses initiateurs n'en faisaient plus mystère parce qu'ils vous utilisaient pour en parler, mais surtout à partir d'un pays étranger, un pays européen que tous nous connaissons, a effectivement été déclenché aux dates fétichisées des 19 et 20 décembre 2016. Devant le professionnalisme des forces nationales de sécurité, cette action a vite viré à des pillages et à des règlements de compte d'une rare violence par des bandes peu ou pas contrôlées par ceux qui les avaient chauffés à blanc dans une bruyante eschatologie du grand soir, entretenue avec fracas par la plupart des médias dits globaux, à partir de l'étranger. Dans la plupart des milieux acquis à ce chaos programmé, on escomptait avec délectation des bilans macabres, des bilans apocalyptiques, dans un scénario élaboré pour valider une chute inconstitutionnelle du pouvoir en place à Kinshasa pour cause de violations massives des droits de l'homme. On a entendu certains animateurs de ce chaos dire « au-delà de tel nombre de morts, la cavalerie va débarquer pour dégager notre ennemi à Kinshasa ». Le professionnalisme des forces de sécurité, autant que la réponse peu significative des masses congolaises à ce schéma de la terre brûlée, semble avoir contraint ces prophètes de malheur à une courbe rentrante. Et ils se sont contentés de leur bonne vieille rengaine du Congo bashing,
dont nous avons eu l'occasion d'entretenir plus d'une fois, ici même. D'aucuns sont de l'avis que ces accusations infondées contre les dites forces de défense et de sécurité de RDC sont le fruit de l'agacement de quelques bonnes âmes face à cette tournure imprévue prise par les événements de décembre. Mais revenons au rapport détaillé de la police nationale congolaise à ce sujet. Un rapport que personne n'avait en son temps contesté. Il fait état en tout et pour tout de 31 morts violentes, et non pas 40, comme on l'a lu hier, sur l'ensemble du territoire national, pendant la période susvisée. 31 morts violentes parmi lesquelles il faut compter 9 morts à Kinshasa, dont un policier. Je ne sais pas si ces policiers s'est suicidé ou si c'est des policiers qui ont tué leurs collègues. Un policier du commissariat de Kimbanseke, lynché par des manifestants, et une adolescente, tuée par une balle tirée par des agents de sécurité du chemin de fer, dont le train urbain avait été bloqué par des moellons entreposés par des inciviques sur les rails à Bikanga, à hauteur de Kisenso, à Kinshasa. 9 tués lors d'une attaque de la prison centrale de Butembo, au Nord Kivu, le 19 décembre, soit 5 assaillants, un policier, un militaire de FARDC, un autre militaire sud-africain de la MONUSCO et un civil. On ne voit pas comment on peut attribuer ces 9 morts-là lors d'une opération de guerre antiterroriste à des violences policières complètement insensées. 8 personnes tuées à Lubumbashi, dont 4 par balle, 3 lynchées par la foule et une dame poignardée par un inconnu la nuit du 18 au 19 décembre. 3 pillards morts à la suite d'affrontements avec des vigiles d'une boulangerie, de dépôt et des boutiques à Matadi le 21 décembre. Et enfin, 2 personnes tuées par balle lors du pillage du tribunal de paix de Boma. Au total, sur les 31 pertes en vies humaines enregistrées sur toute l'étendue du territoire national au cours de ces événements de ce mois, 15 font encore l'objet à ce jour d'enquête de la justice militaire congolaise pour en déterminer la responsabilité et les auteurs. 15 morts, mesdames, messieurs de la presse, 15 morts par balle dans une demi-douzaine de villes de notre pays. Il revient à la justice d'élucider, car nous sommes bien d'accord. Il s'agit de 15 morts de trop. On n'a pas le droit de tuer 15 Congolais. On est cependant loin, bien loin, de ces 40 personnes tuées par la police et la garde républicaine, alléguées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui ne reflètent donc aucune réalité et semblent n'avoir été évoquées que dans le but d'émouvoir l'opinion ou d'émouvoir des décideurs quelque part. Suivez mon regard. Nous avons du mal à comprendre la méthodologie qui consiste pour une agence intergouvernementale comme celle-là, dont la mission en République démocratique ne pas fournir la moindre information, même sur les personnes prétendument par les forces de sécurité relevant d'elles, sous prétexte de la protection des victimes en question. Comme si une personne décédée pouvait être ramenée à la vie dès lors qu'on donnait son identité pour subir des pressions de ses présumés bourreaux. Insensé. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, il faut le souligner, n'est ni outillé, ni attitré
pour poursuivre et sanctionner ces crimes qu'il se limite à dénoncer sans les documenter auprès des technostructures de l'ordre judiciaire congolais dont c'est le rôle de poursuivre les auteurs. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme oppose invariablement au gouvernement et aux instances judiciaires congolaises le principe de confidentialité. Il se retranche derrière ce principe de confidentialité pour se dérober au questionnement essentiel sur les preuves susceptibles d'étayer les graves accusations portées contre le personnel des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo et de permettre ainsi d'engager des poursuites contre leurs auteurs présumés. Pourtant, à notre connaissance, le principe de la confidentialité ne vaut, le cas échéant, que pour une certaine catégorie de témoins ou de victimes survivants de crimes particulièrement graves. Il est donc curieux que nos collègues du Bureau conjoint s'autorisent à l'étendre, on ne sait au nom de quel principe, aux victimes même présumées décédées des suites des faits allégués. Vous allez protéger un mort de quoi? De quelle pression? Comme si l'essentiel était seulement de discréditer les institutions judiciaires, politiques et sécuritaires de la République démocratique du Congo et non pas de faire triompher la justice et le droit au bénéfice de ces malheureuses victimes. Une attitude totalement contre-productive dont on a du mal à saisir la rationalité et l'utilité. Il existe pourtant une présomption très positive en faveur de la crédibilité de la justice congolaise, particulièrement de sa branche militaire, comme vient de le révéler la sélection entre une multitude de candidats du monde entier d'un officier supérieur, magistrat militaire congolais, le colonel Toussaint Mutanzini, par le secrétaire général des Nations Unies pour le poste combien sensible de procureur près le tribunal spécial international chargé de connaître et de poursuivre des crimes commis en République centrafricaine. Mais tout se passe par la communauté internationale au plus haut niveau faisait confiance au professionnalisme de la justice militaire congolaise et d'autre part, quelques-uns de ses préposés ici à Kinshasa chargés de soutenir sur place en RDC la dite justice dans son action de répression internationale, refuse délibérément de coopérer avec elle. Mesdames, Messieurs, je n'ose pas en tirer quelque conclusion que ce soit à ce stade. Vous êtes suffisamment outillés pour cela. Des prestations du genre de ce communiqué publié à Genève, à l'initiative du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, le 1er mars 2017, ne paraissent guère très éloignées en réalité de ces fameuses fake news, c'est-à-dire des nouvelles fabriquées, destinées à mettre une cible, en l'espèce les autorités de la République démocratique du Congo, dos au mur. Une certaine presse bien pensante ne demande pas mieux qu'à tomber à bras raccourcis sur ces légendes d'infamie qu'elle charrie. Et chaque fois que notre gouvernement s'efforce de clarifier les choses, son porte-parole que je suis depuis 8 ans se voit affublé de qualificatifs peu flatteurs, à la limite même de l'insulte. Vous avez tous entendu cette tentative de me museler. Certains puissants chroniqueurs m'ont récemment qualifié de ministre des démentis, ministre du déni, vous zélateur, théoricien du complot, et d'autres gracieusetés, et j'en passe, et des meilleures. Ils ne m'impressionnent pas. Je m'assume pleinement dans ce rôle difficile qui est celui d'exiger que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, soit dite sur notre pays, dont l'image ne doit pas être sacrifiée sur l'autel des appétits gloutons de professionnels de médias peu scrupuleux
en quête de titres sensationnels pour satisfaire leurs clients ou pour vendre leurs tabloïds. Ce n'est pas pour ça que je suis payé. Je salue à cet égard l'avènement à la tête de la première des États-Unis d'Amérique du très atypique nouveau président Donald John Trump. Il n'a pas aussi la réputation de se laisser manipuler outre mesure par ces fabricants de légendes d'infamie dans des médias qui trafiquent ainsi leur respectabilité. On lui doit du reste le concept de fake news. C'est bon de voir que nous ne sommes plus désormais seuls en première ligne dans ce combat contre les fameuses fake news que nous servent à satiété les médias globaux dont le poison n'a fait que trop de ravages dans notre pays depuis les années 60. Souvenez-vous, ils ont présenté notamment Patrice Emery Lumumba, notre immortel premier élu légitime du peuple congolais, comme un dangereux communiste à éliminer. Et il fut éliminé. Mesdames, Messieurs de la presse, l'État congolais a par ailleurs contracté une dette éternelle envers un autre de ses enfants, ancien gouverneur du Chaba, Feu Koya Diallo, qui fut embastillé, comme vous vous en souvenez, au début des années 90, à la suite de rumeurs infondées répandues sur la célèbre affaire dite Lititi Mboka, montée depuis Lubumbashi et Bruxelles, de fausses informations, fake news, sur un faux massacre d'étudiants du campus universitaire de Lubumbashi. Vous savez par ailleurs que bien qu'on puisse reprocher au défunt dictateur roumain Nicolae Ceausescu d'avoir obstinément refusé d'ouvrir son pays à la démocratie au début des années 90, le scoop du massacre de Timisoara, qui entraîna sa mise à mort par des opposants farouches, ne fut en réalité qu'une de ces fake news dont la profession des journalistes n'est pas du tout fière à ce jour et n'a pas à être fière. Tout ceci, mesdames, messieurs de la presse, pour vous dire qu'en matière de justice, en matière des droits humains, la vérité reste une exigence incontournable. Dans cette histoire des 40 tués par la police et la garde républicaine en décembre, répandue par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo, le gouvernement n'a pas l'intention de donner quelques leçons de déontologie à qui que ce soit. Mais si une telle pratique, quoique moralement condamnable, peut être considérée à la limite comme de bonne guerre pour des médias peu prenels, de sensationnels et de plus larges audiences, ou pour des opposants peu scrupuleux, pressés de dégager, le terme est à la mode, dégager, un régime en place, elle est intolérable dans le chef des préposés des Nations Unies, considéré à juste titre comme le dernier rempart des peuples en déshérence. En s'accoquinant ainsi avec des groupes d'intérêts privés et dépourvus de scrupules, ici et là, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme jette sur l'organisation mondiale un discrédit qui hypothèque gravement sa mission de pacification et de coexistence harmonieuse entre les hommes et femmes de tous les pays et de toute la planète. C'est la raison pour laquelle nous demandons que se poursuive et que s'achève, à la faveur de l'examen très prochaine du renouvellement du mandat de la MONUSCO, le dialogue stratégique entrepris entre les Nations Unies et le gouvernement de la République démocratique du Congo sur les voies et moyens pouvant permettre à cette grande organisation à laquelle nous sommes tous très fiers d'appartenir d'aider les Congolais à atteindre leurs aspirations légitimes qui dépassent de loin les considérations mesquines et étriquées de ce qu'on a pris coutume d'appeler la politique politicienne. Je vous remercie. Nous passons directement à la partie échange.
qui veut la parole n'a qu'à lever la main. Il n'y a donc personne. Léa Elisabeth Sterhoff, je travaille pour RFI. Monsieur le ministre, comment est-ce que vous expliquez les 8 morts par balle à bout portant à Boma le 20 décembre, documentés par le Bureau conjoint des droits de l'homme, et les morts par balle dans des parties supérieures du corps plutôt que dans les jambes pour réprimer ces manifestants? Et puis sur les 15 morts par balle que vous confirmez, est-ce qu'il y a eu des personnes est-ce qu'il y a eu des poursuites engagées contre les personnes qui sont rendues responsables de ces morts? Et enfin, sur le retour de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi, est-ce qu'il y a des détails organisationnels que le gouvernement a déjà pris? La date du 11 mars est-elle confirmée? L'heure de l'arrivée? Est-ce qu'il y a déjà des détails qui ont été définis par le gouvernement? Merci. Merci. En ce qui concerne les morts par balle dans certaines agglomérations de la République démocratique du Congo, j'ai eu l'occasion de vous dire que la justice militaire était en train d'enquêter sur les 15 cas qui nous paraissent encore problématiques. Les faits se passent au mois de décembre. La justice a un rythme qui n'est pas nécessairement le rythme de la presse ou le rythme de nous, les hommes politiques, et nous attendons qu'elle puisse déposer ses conclusions. Nous n'avons pas des éléments sur les 8 morts par balle, plutôt à Goma. Il s'agit dans le nord Kivu. Vous avez parlé de Boma ou Goma? Goma, nous n'avons pas des éléments sur ces 8 morts. Quoi qu'il en soit, mort par balle, ça ne veut pas dire tué par FARDC ou police nationale, dans le cadre politique. Je suis sûr que même cette nuit, il y a eu quelque part des bandits qui ont tué quelqu'un par balle. Ça ne veut pas dire que c'est les forces armées. Et donc ici, j'ai parlé du fait que sans aucune précaution, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a parlé de 40 personnes tuées par la police nationale et la garde républicaine. Je ne dis pas qu'il n'y a eu que 40 morts en décembre par violence, non. Il y a certainement eu plus. Nous sommes un pays entre 70 et 80 millions d'habitants. Il s'est passé certainement beaucoup plus d'actes de violence. Mais des actes attribués à ces manifestations et à la police et à l'armée, il y a ces actes-là. Et nous n'avons aucune raison de vous dire qu'il y en a eu 15 et de cacher les 8. Pour quelle raison? S'il y en a eu 50, nous en parlerions, parce que ça aurait été 50 de trop. Mais on ne peut pas dire qu'un mort par balle ou une personne blessée par balle égale une personne tuée ou blessée par les FARDC ou par la police nationale. Au moment où nous parlons, il y a des petits malfrats qui font le coup de feu au Kasaï central. Sont-ils des FARDC et de la police? Au moment où nous parlons, il y a des malfrats qui sont venus d'Ouganda qui font le coup de feu au Kivu. Sont-ils des FARDC ou de la police? Au moment où nous parlons, il y a des malfrats qui sont au Katanga en train de s'entretuer. Sont-ils de la FARDC ou de la police? Nous parlons des accusations qui ont ciblé la police et les FARDC sans la moindre précaution méthodologique. C'est ça le problème. Nous avons 15 cas qui sont sous enquête et soyez certains que, à défaut d'une communication gouvernementale, la justice militaire prendra toutes les dispositions qu'il faut dès que les enquêtes se termineront, parce que la justice n'a pas cette particularité d'enquêter au grand jour. Je pense qu'il y a des devoirs d'enquête qui se déroulent dans le prétoire, dans les lieux de commission d'infraction et surtout dans les cabinets des procureurs militaires. Laissons-leur le temps de travailler. Maintenant, en ce qui concerne les obsèques du défunt Premier ministre, M. Tshisekedi, je sais qu'en fin de compte, la famille a fixé le retour de sa dépouille au 11. Le groupe qui organise ces funérailles au niveau du ministère de l'Intérieur estime que c'est un peu tôt. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le jour du retour de la dépouille qu'elle est inhumée, pas du tout. Il y aura probablement 2 à 3 jours d'hommage au Palais du Peuple.
Mais les travaux ont bel et bien commencé au cimetière de la Gombe, dans un lieu qui est en plein aménagement, puisque les autorités municipales de Kinshasa, qui en ont la compétence et qui ont été chargées par le gouvernement, ont pris un arrêté pour ouvrir justement ce lieu. Ils ont donné toutes les dispositions, je pense que c'est 500 mètres carrés, les architectes sont à pied d'œuvre et nous pensons que dans un délai qui pourrait être le 11, mais qui pourrait être peut-être 1 ou 2 jours après le 11, la dépouille de l'ancien Premier ministre regagnera son pays pour pouvoir trouver le repos éternel auquel il a droit, après avoir mené une vie si bien remplie. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Galor Boulou, merci Monsieur le Ministre. Réagissant à votre intervention hier dans les médias, la radio Trinitas FM. Réagissons à votre intervention hier dans les médias sur les rapports de la mission onusienne des droits de l'homme, que vous avez jugé d'un rapport grossier qui ne reflète pas pourtant la réalité des faits. Les ONG nationales des droits de l'homme, par les biais, d'ailleurs vous êtes revenu là-dessus largement, par les biais de Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, ces ONG constatent que très souvent, vos multiples réactions dans ces genres de cas de figure ne sont pas généralement teintées d'un minimum de dose de sympathie vis-à-vis de victimes congolaises des violations graves des droits de l'homme dans les pays. Selon vous, ces ONG des droits de l'homme ont-elles raison dans leur constat? Merci. Je pourrais vous retourner la question pour savoir si vous avez vraiment l'impression que le porte-parole du gouvernement que je suis n'exprime aucune sympathie pour les victimes. Dans le propos que j'ai eu ici, vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a pas de sympathie pour les victimes. Lorsque nous disons ces malheureuses victimes, lorsque nous disons que l'enquête doit se poursuivre pour déterminer les causes de leur mort, vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a pas de sympathie. Mais nous avons un problème avec ce que vous appelez ONG. Maître Kapiamba n'est pas les ONG, c'est Maître Kapiamba. Et nous avons constaté dans les discussions que nous avions au centre interdiocésain que Maître Kapiamba souvent confond son rôle d'avocat avec celui de membre d'une ONG, parce que les listes qu'il a données, notamment à cette commission de décrispation, correspondaient point par point à une liste de ses clients, des clients de son cabinet. Ce n'est pas correct. Il ne faut pas utiliser la couverture d'ONG pour se servir individuellement. Et Maître Kapiamba m'a menacé même de sanctions internationales. Il paraît que c'est lui qui met les gens sur les listes de sanctions internationales. J'attends qu'on me sanctionne. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'aurais peur d'être sanctionné parce que je dis la vérité sur mon pays. Il a dit que parce que j'ai eu à critiquer certaines positions du Rassemblement, je devrais être mis sur la liste des sanctions. Donc, je ne pense pas que s'il y a quelqu'un qui peut être accusé de ne pas avoir de sympathie pour ses concitoyens, ce soit moi, dans le duo entre Maître Kapiamba et moi. Je suis prêt à l'affronter pour lui prouver que c'est lui qui n'a pas d'empathie vis-à-vis des autres Congolais parce qu'il est membre du Rassemblement, même s'il se cache dans une ONG. Si, Blaise Bassomoli, TV5. Monsieur le ministre, permettez que je revienne sur les funérailles de Étienne Tshisekedi. Après la publication du communiqué de la famille, le frère du défunt, le Monseigneur Gérard Mulumba, a précisé que pour eux, l'inhumation au cimetière de la Gombe, c'est provisoire. Après, il faudra trouver un endroit définitif. Mais l'un des architectes qui mène les travaux a dit que ce qu'ils sont en train de faire là à Gombe, c'est définitif. Et d'autre part, il y a le ministre délégué près le Premier ministre a dit tout récemment dans les médias que le budget de ces funérailles avoisinerait près de 3 millions de dollars. Alors ma question est celle de savoir, le gouvernement dépenserait cet argent pour faire du provisoire ou pour faire du définitif? Je ne sais pas si vous me demandez de commencer à engager un débat polémique avec Monseigneur Gérard Mulumba, qui est membre de la famille, chef même de la famille du défunt Premier ministre Tshisekedi,
je ne pense pas que ce soit décent de ma part. Si la famille estime que ce lieu de sépulture est un lieu provisoire, il lui appartient d'en décider. Pourquoi voulez-vous que le gouvernement puisse engager un débat là-dessus? La dépouille d'une personne relève d'abord de sa famille. C'est pourquoi le gouvernement a dit qu'il s'en remettait à la famille. Ce n'est pas un problème de coût, c'est un problème de droit. Est-ce que cette famille a le droit de disposer de la dépouille de son membre? Je réponds oui, tout de suite. Personne n'a le droit de se substituer à une famille pour disposer de la dépouille d'une personne décédée. Nous intervenons comme État parce que M. Tshisekedi n'est pas monsieur tout le monde. Parce que c'est un ancien Premier ministre. Il y a un protocole dans la République. Nous avons eu à perdre déjà d'autres personnalités. Nous avons eu à perdre un président de la République. Nous avons eu à perdre une demi-dizaine de premiers ministres. L'État s'est chaque fois occupé des funérailles, mais toujours en harmonie avec leur famille. Donc ne croyez pas que nous allons nous engager dans un débat polémique avec les membres de la famille du défunt M. Tshisekedi, et ceux qui, même dans son parti, s'amusent à ce petit jeu-là, sont tout à fait à côté de la plaque. C'est la famille qui est la première concernée. Donc prenez acte des positions de Monseigneur Mulumba et arrêtez-vous là, puisqu'on ne peut pas aller au-delà d'un droit aussi élémentaire d'une famille de disposer de la dépouille d'un membre de la famille. Je ne peux pas dire plus au risque d'être indécent. Oui, la Colombe. Merci, Excellence, pour la parole. Vous venez de dire des évidences ici en ce qui concerne le rapport de l'ONU. Et ce n'est pas la première fois. Tout le monde sait pourquoi ces rapports. Quand un rapport, par exemple, dit que c'est à la présidence de la République qu'on a éventré des corps avant de les jeter dans le fleuve. Un rapport de l'ONU sur les événements du 26 novembre 2011. Mais c'est tout à fait clair ce qu'ils veulent. Ça, c'est en ce qui concerne l'objectif à atteindre. Quant en ce qui concerne le sous-traitant, mais c'est tout à fait aussi clair que ce sont les ONG locales qui sont les sous-traitants des rapports de la Commission. La preuve que tout le monde a eue dans leur rapport du 26, les militants du Palou ne figurent pas. Parce que ces gens-là estimaient que figurer les 6 militants du Palou assassinés à leur siège arriveraient à accuser ceux qui les ont tués, c'est-à-dire les militants de l'opposition. Mais ce qui m'inquiète devant cette gravité des faits, que faire? C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter la... Je ne sais pas si nous avons démontré qu'il y a des gens qui ont payé pour ça, le pays est en train de payer pour ça, les gens ne viennent pas investir chez nous parce que le pays est présenté comme ça. Mais que faire? Voilà ma question, mon angoisse. Eh bien, moi je pense qu'il y ait des buts inavoués à ces légendes ou récits d'infamie qui sont fabriqués à longueur de journée contre un pays comme celui-ci. C'est une évidence, nous l'avons dit. Il s'agit de prendre le contrôle de la gestion de ce pays en faisant perdre à ceux qui en sont les propriétaires légitimes, c'est-à-dire son peuple, toute confiance en eux-mêmes, en commençant par leur faire perdre toute confiance dans leurs propres institutions. Que vous commencez d'abord par perdre confiance dans les institutions et, comme la nature a horreur du vide, vous allez chercher ailleurs une substitution à ces institutions que vous aurez jugées tout à fait incapables de répondre aux préoccupations qui sont les vôtres. Et donc, sûrement que les auteurs de ces fake news seront toujours présents pour dire « nous sommes là, nous voulons reprendre les choses là où nous les avons laissées ». Il y en a qui étaient ici jusqu'en 1960, qui sont partis, qui s'efforcent de revenir pour remettre
ce qu'on appelle néocolonialisme. Ce discours, vous le connaissez, vous le traitez suffisamment dans vos écrits, vous-même qui avez posé la question, vous savez très bien que ce pays n'a pas encore fini avec les tentatives de recolonisation plus ou moins inavouées. Et donc ça, nous le savons. Mais c'est un combat de tout le monde. Ce n'est pas le combat seulement du gouvernement. J'ai dit que ceci va au-delà du destin d'un gouvernement. Ceci va au-delà du sort d'un régime politique. Parce que c'est depuis 60 que nous sommes en but à ces campagnes. Nous avons changé depuis 60, 4 fois de président de la République. Nous avons changé plusieurs dizaines de fois de gouvernement. Mais c'est toujours la même rengaine. Donc il y a des gens que le fait que les Congolais contrôlent le Congo n'arrange pas, décidément. En fait, c'est ça le problème. Le but qu'ils recherchent, c'est que les Congolais perdent toute confiance en leur propre capacité à s'auto-gérer, à s'auto-déterminer. Là est le problème, là est le but. Donc la réponse est dans l'esprit des Congolais. Allez-vous, vous, médias congolais, qui avez un impact important sur notre opinion, jouer ce jeu-là? Certains d'entre vous le jouent, parce qu'il est relaie, sans beaucoup de discernement, ces propos-là, pour tendre à perdre aux Congolais la confiance qu'ils ont dans leurs institutions. Parce que ceux qui sont aujourd'hui à la tête des institutions et qui sont victimes de ces actions n'étaient pas à la tête des institutions en 60. Mais regardez ce qu'ils ont fait en 60. Ceux qui étaient là au moment du Lititi Mboka ne sont plus à la tête des institutions. Mais regardez ce qu'ils font. Il y a donc une sorte de linéarité. Ces gens continueront toujours. Et donc la réponse, c'est la résilience, c'est la résistance. Nous devons faire en sorte que notre peuple résiste à cette guerre insidieuse qu'on lui fait, qui est la guerre la plus efficace, parce que c'est au niveau de la pensée que cela se passe. C'est au niveau des idées. Les sous-traitants, nous les connaissons. J'en ai cité un ici. Il s'est tapé la poitrine alors que, lorsque nous discutons, nous avons demandé le plus officiellement du monde au prochain gouvernement qui sera mis en place d'entreprendre comme une des premières actions une démarche pour que les pays et les organisations internationales qui se sont permis d'interférer dans le débat politique congolais en prenant des sanctions injustifiées contre certains officiels congolais, de retirer ces sanctions. Mais cette personne-là, pas plus tard que la semaine passée, disait « Non, il faut qu'on ajoute encore des noms, qu'on sanctionne des gens qui sont contre tel ou tel. » Comme si c'est lui qui envoyait des noms. Et à la prochaine séance, croyez bien, nous allons le dénoncer. Parce qu'il va à l'encontre de l'esprit de décrispation que nous avons voulu imprimer à cette rencontre de tous les courants de pensée de la RDC. Donc c'est un aveu qu'il a fait, qu'il est un sous-traitant de ces forces-là qui veulent remettre notre pays sous coupe réglée. Nous savons qu'ils existent. Mais là aussi, vous devez les combattre en les dénonçant. Ce n'est pas par la force qu'on combat de tels individus. C'est un débat d'idées. Moi, je n'ai pas peur de lui dire « Monsieur, j'ai vu clair dans votre jeu. Combien d'entre vous sont capables de le lui dire ?» Les gens veulent se faire bien voir, même de ceux qui veulent détruire leur propre pays. C'est bien dommage. Vous ne devez pas être de ceux-là. Voilà donc ce qu'il faut faire. C'est une lutte qui se déroule au niveau de mentalité. C'est au niveau des mentalités que nous devons travailler. Et vous êtes, vous, les architectes des mentalités en République démocratique du Congo. Ce sont les médias qui façonnent une opinion. Alors, mettez-vous à contribution pour que les mentalités changent, pour que les Congolais puissent comprendre qu'ils ont la capacité de résoudre eux-mêmes les problèmes de leur pays. Ils n'ont pas besoin que des solutions sur même des problèmes domestiques puissent venir de l'extérieur. Donc la balle est dans votre camp. Merci, Monsieur le Ministre. C'est Jules Mwamba de Raga Télévision. Monsieur le Ministre, comment pouvez-vous expliquer la simultanéité avec laquelle s'allument des foyers de tension dans notre pays? On en compte plus de 5 ou 6.
dans le Kassai central, vous l'avez dit vous-même, dans l'ex-Katanga, ici à Kinshasa, dans la province du Congo central et dans le Nord Kivu. Quelle explication avez-vous à nous donner? Je vais d'abord dire que nous avons suivi l'explication plus ou moins angoissée de la Conférence épiscopale nationale du Congo, que nous partageons, lorsqu'ils ont dit qu'il y a probablement une sorte de volonté à bloquer le processus des élections qui est programmé. Mais je pense que c'est minimaliste comme explication. Je pense que le danger est plus grave que celui-là. Je pense qu'il faut aller au-delà des élections. Un peuple, ce n'est pas seulement des élections. Les élections, c'est une technique, simplement, d'expression démocratique. Nous pensons, nous avons des raisons de penser au niveau du gouvernement, que c'est l'existence même de la République démocratique du Congo qui est en jeu. Nous pensons que cette campagne vise ce que nous dénonçons, ce que nous n'avons jamais arrêté de dénoncer, la balkanisation à terme, la RDC. Ceux qui ont réussi le coup au Soudan, je ne sais pas ce qui s'est passé au Soudan avant que les Soudanais n'arrivent à la conclusion qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble entre eux. Aujourd'hui, on ne les entend plus, sauf à compter le nombre de morts au Sud-Soudan. Mais ils sont en train de nous aider à suivre le schéma soudanais, c'est-à-dire à diviser les Congolais, opposer les Congolais les uns aux autres. Donc, parler seulement d'élections, c'est une explication, mais elle est insuffisante, voilà le mot. Elle est insuffisante. L'existence de ce pays, grâce à la résilience des Congolais, puisque les tentatives de déstructurer l'ensemble que nous avons hérité du colonisateur au 30 juin 1960, les tentatives ont été multiples. Mais les Congolais ont fait preuve de suffisamment de résilience. Manifestement, ces tentatives n'ont jamais cessé. Et ce qui est en train de se passer indique que nous assistons à une nouvelle offensive pour la balkanisation de notre pays, pour le démembrement de notre pays, puisque cet ensemble vaste est difficile à manipuler. Cet ensemble vaste est difficile à domestiquer. Et donc des gens se sont mis en tête qu'il faut utiliser certains faibles d'esprit parmi nous pour jeter le venin de la division, pour nous démembrer et avoir affaire à des petits groupes malléables à volonté. Et donc c'est à ce danger-là que nous devons penser, plutôt que de tout ramener, oui, on veut retarder les élections. Ça veut dire quoi les élections? Vous pouvez faire des élections, mais sans résoudre les vrais problèmes du vivre ensemble des Congolais. On s'attaque au vivre ensemble des Congolais. Oh, c'est notre première mission, notre première pierre angulaire pour l'existence d'une nation forte au cœur de l'Afrique et qui gêne beaucoup d'intérêts et qui suscite beaucoup de convoitises. Donc, je voudrais inviter des intellectuels à aller plus loin que l'analyse de nos évêques de la Cinco. Ce n'est pas seulement un problème des élections, c'est l'existence même du Congo qui est en jeu. Oli Mouzali pour la BBC. Et revenir sur les violences dans le Kassai. Vous avez récemment annoncé le lancement de l'enquête. On aimerait en savoir où elles en sont, éventuellement savoir s'il y a des arrestations ou l'éventualité d'un procès. Le Bureau conjoint des Nations Unies s'est dit ouvert à apporter son aide au gouvernement pour des enquêtes. Est-ce que vous seriez ouvert à ce genre de collaboration? Et enfin, sur la situation à Kinshasa, au niveau de la résidence de Némouanda Nsemi, les personnes qui sont dedans disent qu'elles vivent dans des conditions difficiles. Elles indiquent qu'elles n'ont plus d'eau, d'électricité et qu'elles vivent dans une situation humanitaire difficile. Jusqu'à quand le siège, l'encerclement de cette résidence va être maintenu? Merci. Bon, en ce qui concerne la proposition d'aide
du bureau conjoint, ce n'est pas à moi qu'ils l'ont adressé, donc je ne saurais pas y répondre, mais s'ils me l'adressaient, je dirais non merci. Si c'est une aide du genre, à vouloir nous déstabiliser davantage, je dis pardon, laissez la justice faire son travail. Si c'est pour aller calomnier nos forces armées encore, non, je pense que le travail est en train d'être fait. Donc nous avons fait ce qu'il faut, dans la mesure où ce qui s'est passé au Kasaï, ex-Kasaï, il y a le Kasaï central et le Kasaï oriental. Et en fait, tout ce qui a été dit à travers cette vidéo qui a été mise sur les réseaux sociaux à partir de Bruxelles, je profite de votre présence ici pour m'adresser à tous les internautes et leur dire que l'écran d'un ordinateur ou d'un smartphone ne garantit plus l'anonymat. Nous avons découvert M. Mudoza Muzembe, en moins de 15 minutes, a découvert que c'est lui qui avait mis ça. Il est passé aux aveux. Il a dit oui, c'est moi qui ai mis. Même si après on a entendu Thierry Michel revendiquer aussi, parce qu'il y a un M. Tiroir, qu'est-ce qui paye, quiconque dit du mal de Tshisekedi, de Kabila. Donc ils sont deux à se disputer, mais c'est Mudoza qui a mis cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est pas Thierry Michel. Bon, où est-ce que ça a été fabriqué, ça n'a pas été fabriqué? Nous ne le savons pas. Mais quoi qu'il en soit, l'action qui est supposée avoir été montrée dans cette vidéo ne peut s'être déroulée que lors de l'offensive qui a eu lieu le 21 décembre à Mwanzalomba, près de Mbujimaï. Et deux choses l'une. Où le commandement militaire à Mbujimaï laissait la ville de Mbujimaï, 1 million d'habitants, être envahi par ces éléments qui étaient armés. Ils avaient des armes de guerre, ils avaient des armes de chasse, ils avaient des armes blanches. Et vous savez ce qu'on peut faire avec ça? Et ils étaient drogués dans une ville de 1 million d'habitants. Où ils les stoppaient, comme ils l'ont fait. Et nous les en félicitons, à 25 km de la ville. Mais ce qui s'est passé au moment où ils les ont stoppés à 25 km de la ville avait provoqué des questionnements au niveau de leur chef hiérarchique. Nous n'avons pas eu besoin de M. Mudoza avec son film, ou du Bureau conjoint des Nations Unies, ou de quiconque. Dès la fin de l'offensive, les chefs hiérarchiques ont procédé à des interpellations. Avant même le Nouvel An, les gens ont été interpellés. Mais pas pour les faits que l'on voit dans ces films. Atroces. Exécution extrajudiciaire. Nous ne pouvons pas accepter qu'on exécute des Congolais comme ça, comme du bétail. Si c'est vrai que ce sont des exécutions. Encore que les experts à qui nous avons soumis ces images disent que c'est des mises en scène. Puisqu'une détonation ne survient pas avant l'impact. Une détonation survient après l'impact. Une détonation ne survient pas sans même la moindre exhalation de fumée. Mais il n'y a aucune exhalation. On nous a montré comment le tir d'une Kalachnikov réel, et ces tirs-là, on a vu que c'était des images superposées à des sons. Donc c'est du cinéma. Mais il y a eu des extorsions. Mais il y a eu des actes d'indiscipline pour lesquels des gens ont été arrêtés et qui sont en train d'être jugés, entendus. Depuis décembre, jusqu'au moment où nous parlons, aucune décision n'est intervenue. Lorsque ce fameux film de Mudoza Muzembe sort à Bruxelles, le président de la République émeut, interpelle le gouvernement, ordonne au ministre de la Défense. Est-ce que pour ces faits-là, il y a des poursuites? Est-ce qu'il y a des faits qui sont en train d'être poursuivis? Est-ce que ces faits sont avérés? On vérifie. Non, personne n'a parlé d'exécution extrajudiciaire. Et le président ordonne d'envoyer des magistrats, des hauts magistrats militaires, pour vérifier à Kananga et à Mbujimaï, où ces troupes
certains des membres de ces éléments qui avaient eu des comportements d'indiscipline, mais qui n'ont rien à voir avec les faits que l'on voit dans les images de Mudoza Muzembe, si on n'a pas caché certains éléments aux magistrats qui étaient en train d'enquêter. Et ces hauts magistrats sont descendus sur les lieux. Et on nous a demandé à nous, gouvernement, d'appuyer l'action de ces hauts magistrats par un appel à témoins. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Nous avons lancé un appel à témoins qui est passé dans tous vos médias. Si quelqu'un sait quelque chose, qui peut corroborer ce qu'on voit dans ces images, qu'il s'adresse, nous avons donné l'adresse même du bureau de l'auditeur général, de FRDC à Kinshasa-Gombe. Nous avons donné l'adresse du bureau de l'auditeur supérieur de Mujimai, de l'auditeur supérieur de Kananga. Je dois vous dire que jusqu'à avant-hier, je n'ai pas eu de nouvelles hier, il n'y a rien. Et je ne vois pas de Congolais, je ne vois pas les fiers riverains de la Loubilange, comme nous les appelons, laisser leurs frères, leurs sœurs être tués comme ça, alors qu'il y a une occasion d'aller dénoncer, rester tranquille. Pourquoi? Parce que s'ils dénoncent, on va leur faire quoi? Donc nous attendons que les magistrats reviennent. Peut-être qu'il y a eu des dénonciations à 24 heures. Nous le saurons. Mais les faits pour lesquels ces gens sont poursuivis n'ont strictement rien à voir avec ce film qui a été monté dans le cadre justement de ces fake news. Parce que quelqu'un a appris que des militaires étaient poursuivis pour indiscipline à Mwanza-Lomba, il a voulu en faire un peu plus. C'est un peu l'impression que moi j'ai. Mais le président, obligation de précaution, oblige à demander que des magistrats qui sont plus professionnels que nous descendent pour s'en rendre le cœur net. Nous attendons que ces magistrats puissent revenir pour nous dire exactement ce qu'il en est. Et vous serez informés. Maintenant, en ce qui concerne Nemwanda Semi, ceux qui sont enfermés dans la résidence de M. Nemwanda Semi et qui estiment qu'ils n'ont plus à manger ou à boire, je peux leur dire, en utilisant vos médias qui sont libres de sortir, c'est une perquisition qui a été ordonnée. Des gens sont morts à Kimpese. Des gens sont morts à Songololo. Qu'est-ce qui peut vous étonner que des gens étant morts dans des affrontements provoqués notamment par M. Nemwanda Semi, que le parquet cherche à entreprendre des devoirs de perquisition dans sa résidence? Pourquoi il doit s'opposer à cela? Pourquoi il doit prendre le bouclier humain? Et pourquoi ces gens-là acceptent de servir de bouclier humain? Là est la question. Donc la décision qui a été prise, c'est que tous ceux qui sortiront seront libres de sortir jusqu'au jour où les officiers de police judiciaire chargés de perquisitionner vont perquisitionner. Force doit rester à la loi. Mais personne ne les empêche de sortir. Et je pense qu'il y a, une quinzaine qui sont déjà sortis. Ils sont dans leur maison. On ne les a pas arrêtés. Et même M. Nemwanda Semi, il n'y a pas encore un mandat, puisque l'Assemblée nationale, dont il est membre, n'a pas encore autorisé les poursuites. Mais il n'empêche qu'on doit perquisitionner sa résidence. Je ne vois pas où est le problème. Comment pouvez-vous accepter que des choses se soient passées comme elles se sont passées à Kimpese et à Songololo sans que la justice ne puisse s'émouvoir et rechercher des preuves pour établir les responsabilités de ces Congolais? Mais ces Congolais qui sont morts, finalement, ce sont des Congolais comme vous et moi. Il faut que la justice s'occupe de faire dire le droit. Ils ont droit aussi à la justice. Leur sang crie vengeance. Et la justice doit absolument s'occuper de cela. Donc ils peuvent sortir, il ne leur sera rien fait, en dépit de tout ce qu'on leur fait croire. Ce qu'on veut, c'est perquisitionner cette résidence. Et après, l'Assemblée nationale prendra ses dispositions avec le parquet pour savoir quelles mesures prendre contre le député Nemwanda Semi ou ne pas prendre contre lui.
Nous prenons les deux derniers intervenants. Si le ministre peut enregistrer les deux préoccupations et répondre une bonne fois pour toutes. Pour la parole, je réponds au nom de Rachel Foutou, je suis de la radio centrale FM. Monsieur le ministre, si vous pouvez me permettre de revenir un peu sur les obsèques du Sphinx délimité. Dans les communiqués publiés par la famille biologique d'Etienne Tshisekedi, la famille demande à ce que les éléments de la MONUSCO s'impliquent aux côtés des combattants de l'UDPS. Quelle est la position du gouvernement congolais quant à ça? Merci. Nadine Laing de Télé 7. Monsieur le ministre, en rapport avec l'affaire Némoine Nsemi, selon certaines sources, Némoine Nsemi serait malade et le porte-parole de sa secte souhaite qu'il y ait une négociation avec le pouvoir en place sous l'égide de la SENCO et de la MONUSCO pour trouver d'abord une issue heureuse à cette crise et permettre à Némoine Nsemi d'aller se faire soigner. Et quelle réponse le gouvernement réserve à cela? Bien, la première question de Rachel. Nous sommes dans un pays organisé, madame. Les obsèques du Premier ministre Tshisekedi, c'est une activité publique qui va drainer des foules. Et chaque fois qu'il y a des ordres dans ce pays, vous nous rapportez vous-même les propos de nos partenaires de la MONUSCO ou de différentes chancelleries. Le premier responsable de l'ordre public dans ce pays, c'est le gouvernement de la RDC. S'il se passe des choses, s'il se passe des incidents, vous allez changer les lois de ce pays, vous interpellerez la MONUSCO ou l'UDPS? Non, madame, ça ne se passe pas comme ça. L'ordre public sera maintenu par les services de police. Point barre. La MONUSCO n'est pas ici dans un État qui s'appelle MONUSCO. Ça n'existait pas, ça. C'est ridicule même celui qui peut venir avec de telles idées. Et d'ailleurs, je ne sais pas si la famille peut même penser à de telles histoires. C'est la police nationale congolaise qui est en charge de l'ordre public. Je suis en train de suer ici pour rendre compte du comportement de notre personnel policier. Vous ne m'avez jamais entendu parler de ce que la MONUSCO a fait. Si un membre de la MONUSCO tue quelqu'un, même vous tue vous, personne ne l'interpellera. La seule chose qu'on peut faire, c'est le rapatrier vers son pays d'origine. Ou si les autorités là-bas veulent le poursuivre, ils le poursuivront. Donc vous voulez déresponsabiliser les gens auxquels vous voulez confier la responsabilité de l'ordre public dans votre pays. C'est tout à fait ridicule et infantile. On ne peut même pas répondre à une telle question. C'est la police qui se charge du maintien de l'ordre public, du contrôle des foules dans une manifestation comme celle-là. Et elle le fera, comme elle le fait d'habitude. Il n'y a même pas à discuter. L'UDPS, c'est un fait privé. Ce n'est pas les privés qui s'occupent d'ordre public. Elle peut coopérer avec la police, mais c'est la police qui est en charge de l'ordre public. On parle de gouvernement. Le gouvernement est anonyme. Hier, il y a eu un gouvernement. Aujourd'hui, il y en a un. Demain, il y en aura un. L'État est toujours là. Donc, il faut arrêter de personnaliser les histoires. Nous ne voulons pas qu'un tel, ceci, cela. Quel un tel? L'argent n'appartient pas à un tel. L'argent appartient à tout le monde. Il y a un protocole de l'État congolais qui veut que quand un ancien Premier ministre décède, l'État congolais fait X, Y, Z. C'est ce que l'État congolais va faire. Il faut arrêter les histoires de personnification, de ceci ou cela. C'est un peu de très bas niveau. Je ne peux pas commenter là-dessus. Nadine nous parle de la maladie de M. Némoine Nsemi. Mais s'il est malade, il n'a qu'à sortir. Il est évident qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un meure. On va le soigner, mais la perquisition doit être faite parce qu'il y a des gens qui, de son fait, sont morts. Et dont le sang crie vengeance. Donc il faut que la justice passe. Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade que la justice cesse de fonctionner. Donc la justice prendra toutes les dispositions en rapport avec son état de santé. L'Assemblée nationale, dont il est membre,
ne laissera sûrement pas arrêter un député malade, même s'il a des problèmes, on prendra certaines dispositions pour tenir compte justement de son état de santé. Mais obliger un État, obliger la justice à négocier par la Synco, mais la Synco c'est un fait privé. La Synco c'est un fait privé, nous sommes un État laïque. Qu'est-ce que la Synco est devenue d'après vous? C'est pas parce que le président de la République a demandé à des évêques dont on reconnaît la sagesse de pouvoir l'aider dans sa mission de pouvoir mener un travail de conciliation ou d'arbitrage, puisque l'article 69 de la Constitution lui reconnaît à lui seul, en cas de dysfonctionnement des institutions, le pouvoir d'assurer les arbitrages. Il s'est heurté à des difficultés, il aurait pu faire appel à vous, dit mademoiselle, aidez-moi. Si vous parlez bien avec les deux camps, aidez-moi à les mettre ensemble. Ça ne vous donne pas de pouvoir d'État. Ou que vous disiez que la Synco négocie entre la justice et... Non. Monsieur Némoine Dassemi a affaire avec la justice et l'Assemblée nationale. Ce sont des institutions. La Synco n'est pas une institution publique. Il faut oublier cela. Il faut savoir analyser les faits en tenant compte des catégories auxquelles vous faites allusion lorsque vous procédez à ces analyses-là. Donc là aussi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit s'attarder outre mesure. C'est l'Assemblée nationale, la justice et M. Némoine Dassemi. C'est un triangle qui va résoudre ce problème-là. Je vous remercie encore une fois de votre aimable attention. Tika tozala bomoko na mboka e bomoko e tala tuyeba yango tango yo oza kuniokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kuniokola yende nzambe atinda aza kusufriri lobi buku kimina wapi ha bomoko ya mboka e bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba e bobunda pona mboka e mboka ezala bomoko